Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous vous raconterons tout d'abord la surprenante histoire d'Elvira Missoumi, qui vient de rentrer dans sa famille à Angers après avoir été bloquée pendant 5 mois en Russie. Nous accueillerons également sur notre plateau Philippe Cugnet. Il est depuis mardi le nouveau président de la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire. Nous poursuivrons cette édition avec l'actualité sportive et avec un derby très attendu entre les basketteurs de l'ABC et ceux de l'Étoile d'Or Saint-Léonard, qui se déroulera demain soir, salle Jean-Bouin. Enfin, nous vous inviterons en fin de journal à voir comment sont sélectionnées les meilleures galettes des professionnels angevins qui étaient invités cet après-midi à participer à un concours. Mais avant de développer ces titres, je vous propose tout d'abord de revenir sur la disparition de Philippe Seguin. Parmi les réactions du monde politique angevin, à retenir en particulier celle d'Hervé de Charette, qui espère que la personnalité de Philippe Seguin inspirera les futures générations d'hommes et de femmes politiques. Marc Laffineur, le député maire d'Avrier, premier vice-président de l'Assemblée nationale, salue de son côté, je cite, « la rectitude morale de Philippe Seguin, son sens de l'État et le fait qu'il aura marqué la République ». Fin de citation. C'est avec une histoire presque incroyable que nous poursuivrons ce journal, celle d'Elvira, une angevine d'origine ouzbek qui vient de passer 5 longs mois en Russie, loin de sa famille. Il aura fallu trouver des moyens très particuliers pour la sortir de cette impasse et la faire revenir en France. Charlotte Blanchet et Guillaume Gruber vont tout de suite nous raconter son histoire. Tout le problème, il a été qu'avec... à cause de ce sticker. Un simple tampon qu'il manquait sur un passeport et voilà Jaïd privé de sa femme. Elvira est restée bloquée en Russie pendant 5 mois après y avoir rendu visite à sa mère. Le couple aura tout tenté pour se faire entendre de l'administration russe. En vain, alors ils finiront par décider d'utiliser un moyen illégal, payer un passeur 1 000 € pour qu'Elvira puisse enfin revenir chez elle. On était obligé maintenant de dépenser une somme qui n'était pas prévue. Mais je me suis dit, et j'ai réfléchi beaucoup avant de faire tout ça, la cause elle était bien claire. Faire revenir une mère et faire revenir ma femme et vivre avec mes enfants c'est-à-dire dans la joie, c'était mon principe. Le 2 janvier, Elvira est enfin rentrée à Angers. Après 2 jours de voyage, elle a retrouvé sa famille. C'est bien, je suis très très content. Oui, entrer en France et j'ai commencé mon travail. Oui. Vous avez repris une vie normale ? Oui, oui, c'est bien, je suis libre. Une liberté dont elle compte bien profiter. En son absence, elle avait été radiée des listes des ACDIC et de la caisse d'allocation familiale. Mais heureusement, son employeur, lui, ne l'avait pas oubliée. Lundi, elle reprendra son travail. Au chapitre judiciaire, notez que c'est en théorie au mois de juin que la cour d'assises de Maine-et-Loire devrait examiner le cas d'un jeune Nantais de 22 ans impliqué en juin dernier dans une violente bagarre dans le quartier de Bellebaye à Angers qui s'était soldée par la mort d'un Angevin de 27 ans. Hier, ce jeune Nantais qui s'était livré à la police 5 jours après les faits a vu sa nouvelle demande de remise en liberté refusée par la justice. 56, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de personnes qui ont trouvé la mort l'an dernier sur les routes du Maine-et-Loire. À titre d'indication, ils étaient 42 en 2008. Les catégories les plus touchées sont les jeunes de moins de 25 ans qui représentent près d'1 décès sur 2 et les conducteurs de 2 roues qui sont impliqués dans le quart de ces accidents mortels. Nous poursuivons ce journal en compagnie de Philippe Cugnet, le nouveau président de la nouvelle Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Je précise en effet que le 1er janvier dernier, les caisses d'Angers et de Cholet ont en effet été regroupées pour former une entité commune. Quelques chiffres d'abord sur l'activité de cette nouvelle caisse départementale. Alors cette nouvelle caisse aura un périmètre de 650 salariés en moyenne, enfin environ, couvrira un peu plus de 630 000 assurés, d'accord, et 42 000 CMU. Nous gérerons plus de 4 000 professionnels de santé et le volume financier, on va dire, dans lequel de prestations représente environ 1,4 milliard d'euros pour le département, ce qui fait que la sécurité sociale en elle-même est un acteur économique. Voilà.
Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les usagers? D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Il ne faudrait surtout pas que ça change. On réussira cette fusion, cette création, on va l'appeler comme ça, parce que désormais, il faut passer sur une étape supérieure. On réussira la création, qui a donc été actée très officiellement le 4, avec la mise en place du Conseil, bien sûr, que si les assurés s'aperçoivent de rien. S'ils s'aperçoivent de quelque chose, c'est qu'on aura loupé quelque chose. Voire même, il faudrait, et c'est le but, et on est, à mon avis, en capacité, c'est de leur fournir des services supplémentaires. Jusqu'à la création en tant que telle, les ressortissants de la caisse de Cholet, on va donner un exemple concret. De Cholet ou celle d'Angers, ne pouvaient pas, on ne pouvait pas mélanger. On avait quelqu'un qui habitait Chemillé, par exemple, et qui travaillait à Angers, il dépendait quand même de la caisse de Cholet. On avait à peu près la même chose pour la Pommeraye, et si on regarde d'autres parties du département. Là, avec la création de la caisse, on pourra venir d'une manière sans aucune réserve sur les 30 ou 31 points d'accueil, ou permanents ou temporaires, du territoire du Maine-et-Loire. Donc il y aura le même service rendu sur l'ensemble du département. Alors, on sait que plusieurs organisations syndicales sont montées au créneau lorsque ce regroupement a été annoncé. Ça a été le cas à Cholet, ça a également été le cas à Angers. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des agents qui s'inquiètent et qui se sont inquiétés et qui s'inquiètent toujours de ce regroupement? Complètement, je comprends d'autant plus que moi-même, je suis toujours en activité. Je suis salarié d'une grande entreprise de pneumatiques choltaise, pas citer son nom, mais tout le monde la reconnaîtra, et aussi militant d'organisations syndicales. Donc je comprends cette crainte et cette peur. Par principe, on a toujours peur du changement. Néanmoins, je crois qu'il faut arrêter de se faire peur réellement, dans le sens où les deux conseils ont acté la fusion ou la création de la caisse plutôt, avec certains principes. Les principes et l'accompagnement du personnel pour des évolutions qualifiantes s'il devait changer pas de métier, parce qu'on reste dans les métiers de l'assurance maladie, mais qui devrait changer de type de tâche, ou aucune mobilité forcée. Donc les Choletais qui veulent rester à Cholet restent à Cholet, les Angevins qui veulent rester à Angers restent à Angers. Mais je pense qu'il faut déborder le clivage Cholet-Angers. Il y a aussi Saumur, il y a Segré, il y a Trélazé, il y a la Roseraie, il y a 31 points d'accueil. Vous comprenez? Alors, c'est ça, la CEPAM maintenant. Mais vous convenez avec moi, Philippe Cugnet, que ça coince encore, j'allais dire. Et on va conclure avec ça. Comment peut-on faire justement pour que tout cela s'améliore? Moi, je pense qu'il faut bien sûr dialoguer. Il faut dialoguer. On a vécu dans la caisse d'Angers, sans vouloir rappeler, des moments difficiles. Et donc, il faut aller sur un dialogue. Il faut qu'on puisse se parler. Il faut rassurer. À mon avis, on doit pouvoir y arriver. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas là. Moi qui ai connu des débats très difficiles dans d'autres entreprises, je vous le dis, par rapport à des conflits très durs, on doit pouvoir. Surtout qu'on fait attention, les deux conseils faisaient attention, et maintenant le conseil, dans son intégralité, comme il n'est plus qu'une seule entité, fait très attention de laisser personne sur le bord du chemin. Voilà. Bon, on va conclure avec ça en 15 secondes. La porte du syndicaliste que vous êtes est ouverte aux autres organisations syndicales de la caisse primaire? Tout à fait, tout à fait. Et je suis censé, enfin même pas censé, j'ai pris rendez-vous pour les rencontrer lundi. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur notre plateau. Angers contre Angers, c'est l'affiche du match de basket qui aura lieu demain soir, salle Jean-Bouin. En effet, c'est l'une des particularités du championnat de National 1. Il y a deux équipes angevines, l'Étoile d'Or Saint-Léonard et l'ABC, qui disputent la même compétition. Les deux formations se rencontrent pour la première fois à l'occasion d'un véritable derby. Nicolas Didel a suivi pour nous l'entraînement des joueurs de Saint-Léonard qui préparent, vous allez le voir, cette rencontre avec beaucoup d'ambition. Mardi soir, à la salle Jean-Bouin, les joueurs de l'ABC et ceux de Saint-Léonard se sont succédés à l'entraînement. Et visiblement, c'est l'entente cordiale. Mais attention, vendredi soir sur le parquet, ils ne se feront aucun cadeau. Même si les deux clubs essayent de réfléchir à une union en vue de la saison prochaine, la rivalité est plus que présente. Cela annonce un derby détonnant qui arrive lors de la dernière journée de la phase aller. À Saint-Léonard, on attendait cet événement avec une certaine impatience. C'est pas un match anodin, c'est un match important parce que quelque part ça va être la suprématie. Je dirais, un club qui a connu le haut niveau contre un club qui découvre le haut niveau dans un championnat national. Donc forcément, ça a été mis en fluo sur notre agenda. Maintenant, ça reste aussi un match parmi tant d'autres.
Car voilà, aucun des deux clubs ne peut se permettre de perdre. L'ABC vivrait cela comme une véritable humiliation. Quant à Saint-Léonard, après 6 défaites de rang, l'équipe doit absolument se relancer. Sur le papier, l'ABC est supérieur, mais c'est un derby et à Saint-Léonard, on veut y croire. Ça va jouer beaucoup au niveau de l'envie. Et après, nous, faut qu'on fasse valoir notre jeu collectif, quoi, qui nous fait gagner des matchs, qui nous a fait monter en N1, je pense, et qui nous a fait aussi gagner les matchs de début de saison. C'est Saint-Léonard qui accueille, mais le match se joue à Jambouin. Alors avec plus de 3000 spectateurs, dont la plupart seront aux couleurs de l'Étoile d'Or, pas sûr que l'ABC se sente à domicile. Ce match débutera donc demain soir à 20h, salle Jambouin. Notez que le club de l'Étoile d'Or Saint-Léonard a prévu de nombreuses animations pour faire de cette rencontre une véritable fête du basket. Pour conclure cette édition, un peu de gastronomie avec un concours de galettes organisé cet après-midi à Angers par la fédération professionnelle qui regroupe les boulangers et pâtissiers du Maine-et-Loire. Et vous allez voir que cette compétition est plus relevée qu'il n'y paraît au premier abord. Là, par contre, c'est ce qui s'appelle un feuilleté dégueulasse. Ah oui, il faut dire ce qu'il est, regarde. Bienvenue dans l'univers impitoyable des concours de galettes. Vous l'aurez compris en découvrant ces premières images, les jurés qui examinaient cet après-midi à la maison de la boulangerie des produits feuilletés, sablés ou briochés avaient des avis plutôt tranchés. Il faut dire que plus d'une centaine de professionnels étaient en compétition pour ces 3 catégories. Et seules les meilleures galettes ont été retenues, avec à la clé une distinction officielle. Le fait de gagner ou d'être nominé à un concours, eh bien c'est une reconnaissance. C'est pour ça qu'on se tire la bourre un petit peu tous les ans, comme ça. Mais c'est en toute amitié, mais c'est effectivement la reconnaissance d'un travail de qualité, quoi. Alors, question, quelle est la recette magique pour remporter ce type de concours? Eh bien, c'est d'abord une affaire d'apparence. C'est-à-dire que l'on regarde la valeur de la galette extérieure. Si le grignage est joli, si l'aspect est beau, appétissant, ce qui fait vendre d'abord. Et ensuite, on ouvre la galette, on regarde la qualité du feuilleté par lui-même, c'est-à-dire sur ses éléments feuilletés, et on regarde s'il est bien cuit. Bref, chaque membre du jury met toute sa science dans l'examen de ces galettes. Et c'est aussi un petit sacrifice, quelques jours seulement après les fêtes, car pour être tout à fait sûr de son jugement, il faut goûter un nombre conséquent d'échantillons. 29 galettes. Ce soir, c'est bouillon, potage? Ce soir, petite soupe et puis au lit. Bon appétit, c'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.